Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme tous les jours, l'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Dans 30 minutes, nous reviendrons sur les derniers événements en Centrafrique avec en toile de fond les manifestations anti-françaises et anti-tchadiennes. Hier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour demander le départ du contingent tchadien de la force africaine. Des soldats qui sont accusés par une partie des habitants de la capitale de soutenir l'ex-Séléka, l'ancienne rébellion. La veille, c'était au tour des partisans de l'ex-rébellion de marcher dans Bangui pour protester contre l'opération Sangaris. Cette fois-ci, ce sont les soldats français qui sont accusés de partialité et de ne désarmer que les ex-Séléka. Alors quel regard portez-vous justement sur le rôle de la France et du Tchad? Ces deux pays vous semblent-ils partisans ou au contraire sont-ils neutres dans cette crise centrafricaine? Vous nous rejoignez, vous êtes nombreux, très nombreux, plus de 200 réactions sur Facebook, des dizaines de commentaires envoyés par courrier électronique et vos nombreuses réactions au standard 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez également à nous rejoindre donc sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Je lirai quelques-uns de vos témoignages dans le courant du débat. Mais d'abord vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien vous nous appelez, vous êtes les bienvenus. Toutes vos questions nous intéressent. Et la première question nous vient de Kinshasa. Nous allons donc en République démocratique du Congo. Bonjour Codric. Bonjour Juan et bonjour à tous ceux qui nous quittent à Kinshasa et ailleurs dans le monde. Vous avez des questions concernant la contestation en Ukraine? Oui, j'ai entendu plutôt sur RFI que le mouvement s'essoufflait quelque peu. Oui. Et que Madame Yulia Tymoshenko, qui, malgré qu'elle est toujours emprisonnée, avait manifesté son soutien à ceux qui protestaient contre le pouvoir en place. Alors, pour cela, j'avais deux questions. La première, quel peut être le rôle de Madame Tymoshenko dans l'opposition malgré son emprisonnement, si elle a toujours une influence concrète sur le mouvement? Et la deuxième question, a-t-elle des liens avec M. Vitali Klitschko, l'un des leaders actuels de l'opposition? Oui, Vitali Klitschko, ancien champion du monde de boxe et qui est aujourd'hui effectivement l'un des leaders de l'opposition. On va essayer d'y voir plus clair justement concernant le rôle de Yulia Tymoshenko, qui est une figure de proue de l'opposition ukrainienne. Bonjour Anastasia Becchio. Bonjour Juan, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante à Kiev, vous êtes en Ukraine. C'est vrai que Codric le disait à l'instant, la mobilisation pro-européenne s'essouffle quelque peu. Dimanche, il n'y avait que 40 000 personnes sur la place de l'Indépendance à Kiev, alors que les 3 dimanches précédents, ils étaient des centaines de milliers pour contester la décision du président Yanukovych de refuser de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Quel rôle joue Yulia Tymoshenko quand on sait qu'elle est en prison et qu'elle est en prison depuis maintenant 2 ans et pour encore théoriquement 5 ans? Oui, effectivement, Yulia Tymoshenko est actuellement hospitalisée d'ailleurs à Kharkiv, dans l'est du pays, à ne pas s'exprimer directement. Mais l'ancienne chef du gouvernement ukrainien, qui est très charismatique, continue quand même d'exercer une influence sur les événements qui se déroulent en ce moment en Ukraine. Alors bien sûr, de sa prison, sa voix porte moins que lors de la révolution orange qui avait porté au pouvoir le pro-occidental Viktor Yushchenko. Elle avait alors joué un rôle de tout premier plan. On l'appelait, vous vous en souvenez peut-être, l'égérie de la révolution orange. Cette fois, ça n'est évidemment pas sur le devant de la scène qu'elle est, mais elle est quand même présente à travers les slogans qu'on entend sur la place de l'Indépendance. Liberté pour Yulia, c'est régulièrement scandé. Ou d'ailleurs, une photo géante d'elle a été affichée sur cette place. Yulia Tymoshenko y apparaît avec sa natte blonde enroulée autour de la tête, ce qui est un peu sa marque de fabrique. Elle a aussi été incluse dans les organes dirigeants d'une structure nouvellement créée, une structure qui s'appelle le Mouvement populaire de Maïdan. Maïdan, c'est cette place de l'indépendance et qui réunit des hommes politiques et des représentants de la société civile qui luttent contre le pouvoir et pour un rapprochement avec l'Europe. Et puis, Tymoshenko envoie surtout des messages aux manifestants sous forme de lettres qu'elle transmet à son avocat ou à sa fille. C'est dans l'une de ces lettres où elle avait affirmé qu'elle débutait une grève de la faim en signe de solidarité avec les manifestants. Et à plusieurs reprises, elle a appelé les gens sur la place à ne rien lâcher, à continuer à manifester tant qu'ils n'obtiendraient pas gain de cause. Ouais. Une grève de la faim qu'elle a entamée au début du mois et qu'elle a arrêtée il y a quelques jours. Est-ce que ces appels, justement, ont une influence sur le mouvement ?
C'est assez difficile à mesurer parce que sur la place, de nombreuses personnes se méfient en fait des politiques, surtout de ceux de la génération de Tymoshenko qui ont pu les décevoir par des promesses non tenues ou par des agissements assez troubles. Ce qui est sûr, c'est qu'elle possède toujours ce charisme qui fait sans doute défaut aux autres chefs de l'opposition qui sont plus jeunes, beaucoup moins expérimentés en politique. Tymoshenko est réellement quelqu'un de fort, elle a des ressources. Et face à l'enlisement que connaît aujourd'hui ce mouvement, on entend ici et là des commentaires du genre « Yulia aurait fait mieux ». Il y a donc une certaine nostalgie de Tymoshenko, de sa force, de son charisme. Elle aurait peut-être pu ou su mobiliser plus massivement les gens. Mais ses idées ne sont pas toujours suivies. Elle était par exemple partisane de la manière forte. Elle avait appelé dans l'une de ses lettres les manifestants à marcher sur l'administration présidentielle, mais les autres dirigeants de l'opposition ne l'ont pas suivi et ont au contraire tenté de calmer les ardeurs des plus déterminés en insistant justement sur le caractère pacifique de ce mouvement. Ouais. Alors, la dernière question de Kodrik était de savoir s'il y avait des liens finalement entre Yulia Tymoshenko et ce nouveau leader charismatique de l'opposition, Vatili Klitschko, qui est un ancien champion du monde de boxe. Est-ce qu'on sait s'il y a des connexions entre les deux personnalités ? Alors c'est vrai que Klitschko est l'un des 3 leaders du mouvement d'opposition, sans doute le plus connu justement à cause de son passé de sportif et de champion, mais il y a aussi le nationaliste Alexei Nibok et Arseniy Yatsenyuk du parti La Patrie, le parti de Yulia Tymoshenko. Difficile donc de savoir si elle correspond avec Vitali Klitschko. Les politologues interrogés ne l'excluent pas. Ce qui est sûr, c'est que de sa prison, elle essaie de garder la main sur les processus politiques au sein de l'opposition et surtout au sein de son parti. Elle doit faire en sorte que le parti ne lui échappe pas au profit d'Arseniy Yatsenyuk, qui est en train de se faire une bonne expérience sur la scène de la place de l'Indépendance. Tymoshenko continue donc d'avoir une influence au sein de son parti. Ce qui est sûr, c'est que l'opposition doit aujourd'hui trouver un candidat unique si elle veut être en mesure de battre Yanukovych aux prochaines élections. Alors ce candidat sera-t-il issu du plus grand parti d'opposition, celui de Tymoshenko Ce serait donc Arseniy Yatsenyuk, mais celui-ci, selon les sondages d'opinion, réaliserait un plus mauvais score que Vitali Klitschko. Tymoshenko va-t-elle préférer, comme d'autres, soutenir la candidature de Klitschko? On n'en sait rien. Pour l'instant, il faut toujours avoir en tête que Yulia Tymoshenko est une femme de pouvoir, qu'en cas de victoire de Klitschko, elle n'est pas sûre d'obtenir le poste de Premier ministre qu'elle convoite, car celui-ci pourrait le promettre à Yatsenyuk en échange de son soutien. Bref, Yulia doit habilement manœuvrer pour ne pas risquer de se retrouver complètement hors jeu. Merci beaucoup, merci de cette analyse, Anastasia Bekio, en direct de Kiev. Kodrik, bonne journée à vous, à Kinshasa, merci de nous écouter sur place. Il est 9h18 à Paris, d'autres questions à la rédaction, on va s'intéresser à Renault, le constructeur français, constructeur automobile. Bonjour Boniface. Ouais, bonjour Anne Gomez, bonjour à tous qui nous écoutent à Lomé. Vous êtes à Lomé, dans la capitale togolaise, on vous écoute. Oui. J'ai appris sur RFI que le constructeur Renault a signé lundi le 16 décembre un partenariat avec son homologue chinois, Dongfeng, lui permettant d'investir sur le marché chinois. À ce propos, j'ai 2 questions. Qu'est-ce qui explique le choix de Dongfeng comme partenaire? Quel avantage Renault tirerait de ce partenariat? Ouais, c'est une alliance qui est effectivement très importante pour Renault. C'est incontestablement le projet le plus important pour le constructeur automobile français, car cela permettra à Renault d'ouvrir les portes du marché chinois. Bonjour Ariane Gaffuri, merci d'être avec nous. Bonjour Juan, bonjour à tous. Vous êtes journaliste du service Éco. On va essayer de comprendre évidemment cette alliance entre Renault et Dongfeng. Dongfeng, c'est quand même un constructeur extrêmement important en Chine. Tout à fait, comme vous venez de le dire, et c'est le numéro 2 de l'automobile. Il a vendu plus de 3 millions de véhicules en 2012. C'est un groupe étatique. Miao Wei, l'actuel ministre de l'Industrie, a été directeur général de Dongfeng au début des années 2000. Il supervise de très près le secteur automobile, un secteur très éclaté, mais dominé par 5 grands groupes, dont Dongfeng. Alors, la nouvelle entreprise franco-chinoise sera basée à Wuhan. Renault et Dongfeng posséderont chacun 50% des parts pour un investissement de plus de 900 millions d'euros. En quelques mots, quel est le cahier des charges, Ariane? Alors, d'ici 2016, cette entreprise va fabriquer pour commencer 150 000 voitures par an dans sa nouvelle usine de Wuhan, probablement des Coléos, sorte de 4x4 urbains, puis une voiture électrique ou hybride. Et c'est là l'enjeu de ce partenariat. Renault, bien qu'inconnu en Chine, est un des pionniers des véhicules
électrique. Oui, effectivement, électrique. Et d'ailleurs, Renault va même ouvrir en compagnie évidemment de son homologue chinois, un centre pour améliorer justement les véhicules électriques. Les avantages pour Renault? Eh bien, Renault veut faire de la voiture électrique son fer de lance. Il va pouvoir apporter son savoir-faire dans un marché bien plus porteur qu'en France ou en Europe. La Chine, de son côté, a besoin de développer des technologies de pointe et surtout des voitures propres à cause de son énorme problème de pollution, et à tel point que Pékin offre 8 000 $ pour tout achat de véhicules électriques, et c'est une des subventions les plus élevées du monde. Donc le marché a un fort potentiel et la marque aux losanges devrait quadrupler ses ventes. Oui, et plus généralement, la Chine est un enjeu majeur pour tous les grands constructeurs. Renault ne pouvait donc pas se permettre d'être absent. C'est exact. Renault va accéder à un marché automobile qui représente le quart des ventes mondiales. Quelques chiffres pour vous donner une idée. Près de 20 millions de véhicules sont vendus tous les ans en Chine pour 80 millions de véhicules à travers le monde. Ouais. Boniface, vous aviez une autre question? Oui. Comment peut-on expliquer que Renault soit le dernier des grands constructeurs à s'implanter en Chine? Ouais, c'est vrai que le marché automobile chinois attire la quasi-totalité des constructeurs du monde. On n'attendait plus que Renault, finalement. Oui, et en fait, le problème, c'est que le constructeur français a été longtemps dépassé par la concurrence féroce que se livrent environ 60 marques. Il a 30 ans de retard par rapport à l'allemand Volkswagen ou l'américain General Motors, ou encore même son rival français PSA Peugeot Citroën, qui est en partenariat avec Dongfeng depuis 1992. Alors pourquoi ce retard? Parce que pénétrer le marché chinois n'est pas une mince affaire. Il faut pour cela qu'un constructeur étranger ait un partenaire local en Chine. Renault avait bien un partenaire, la China Shenzhou Space Group, avec qui il s'est allié dans les années 1990, mais en 8 ans, ils n'ont vendu que 4000 utilitaires et les volumes importés étaient insuffisants pour que Renault puisse décoller en Chine. Alors avec Dongfeng, le français retente sa chance, mais avec cette fois la voiture électrique dans sa besace, ce qui fait toute la différence. À suivre. Et donc, bonne chance à Renault. Merci à vous, Ariane Gaffuri du service Éco, d'être venu répondre à Boniface qui nous écoute à Lomé, au Togo, 33 9 693 693 70. Marie-Pierre Olfan du service Afrique est en ligne avec nous. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Juan. Merci d'être en direct. Nous avons des questions concernant le prix des Nations Unies pour les droits de l'homme. Mohamedou est avec nous. Bonjour Mohamedou. Bonjour. Vous nous appelez de Mauritanie, vous êtes à Nouadhibou, c'est au nord-ouest du pays. Nous vous écoutons. Voilà, Nouadhibou, c'est la capitale économique de la Mauritanie. Le 10 décembre dernier, les Nations Unies ont attribué un prix de droits de l'homme à la personne de M. Biram Da Abeid, président de l'IRA. Donc c'est l'initiative pour la résilience du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Ma première question est de savoir en quoi ce prix pourrait-il aider M. Biram Da dans son combat contre l'esclavage en Mauritanie? Oui. Biram Ould Abeid, qui est connu effectivement pour son combat contre l'esclavage en Mauritanie, il fait partie des personnalités qui ont été distinguées cette année. Marie-Pierre Olfan, ce prix est décerné tous les 5 ans, il faut quand même le rappeler. En quoi ce prix va-t-il permettre à Biram Ould Abeid de poursuivre son combat, ou en tout cas de l'aider? Alors écoutez, difficile de dire comment ce prix va l'aider précisément, mais en tout cas l'IRA espère que ce prix va déjà l'aider à renforcer son image, notamment auprès de l'État mauritanien, pour commencer, un État qui a été méfiant, voire hostile à l'association à ses débuts. Les premières années de l'IRA ont été marquées par des relations vraiment houleuses avec le pouvoir, résolu à casser ces militants trop agités et volontairement provocateurs, il faut le dire, des militants qui, à plusieurs reprises, ont été arrêtés et ont purgé plusieurs mois de prison, pour certains. Aujourd'hui, les relations sont meilleures, on reconnaît même l'IRA, mais il y a encore une grande marge de progrès, et ce prix pourrait donc donner peut-être un coup de pouce à l'organisation. Il va en tout cas, c'est sûr, médiatiser un peu plus le travail de l'IRA et son président qui vient d'effectuer une tournée à l'étranger, passant notamment par New York, où il a reçu ce prix et prononcé un discours. Contrairement, en revanche, au jour le jour, ce n'est pas sûr que le prix, concrètement, au jour le jour, ce n'est pas sûr que le prix change grand-chose aux activités de l'association, qui n'avait pas besoin de ça pour être connue localement. L'association travaille aujourd'hui normalement ou presque, mais peut-être que ce prix pourra en tout cas pousser les autorités à reconnaître officiellement l'IRA, ce qui n'est toujours pas le cas. Et cette reconnaissance est importante, dit-on, au sein de l'association, parce qu'elle permettrait à l'IRA
de pouvoir prétendre à certaines subventions nationales ou européennes. Ouais, vous aviez une autre question, Mohamedou. Donc, elle a presque répondu à son question, mais c'est pour dire seulement que, comme elle l'a dit, ce mouvement n'est pas encore officiellement reconnu par le gouvernement, bien qu'il existe depuis 3 ans. Alors, est-ce que ce prix pourrait-il vraiment influencer la position du gouvernement? Est-ce qu'il peut y avoir un changement dans le statut de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, Marie-Pierre Olfan? Alors un petit rappel peut-être sur ce statut. L'association a été créée en octobre 2008 et c'est en mai 2010 qu'elle a déposé un dossier pour être enregistrée au ministère de l'Intérieur. Ce dossier a été enregistré le 15 juin 2010 exactement, puis le 17 juin au niveau précisément de la direction des affaires politiques et des libertés publiques. C'est cette direction qui s'occupe des associations et de leur reconnaissance. Mais depuis, plus aucune nouvelle. Cela fait 2 ans et demi que le ministère n'a pas donné suite. Alors nous avons demandé pourquoi au directeur du département concerné. Seydou Sall explique qu'il a pris ses fonctions il y a seulement 3 ou 4 mois après le décès de son prédécesseur et qu'il n'est donc pas vraiment responsable. Depuis 3-4 mois, l'IRA ne s'est pas manifesté, nous dit-il, et à demi-mot, on comprend finalement qu'il faudrait peut-être que l'organisation relance sa démarche et se rappelle au bon souvenir du ministère pour que son dossier soit remis en quelque sorte sur le dessus de la pile. Alors, est-ce que cette réponse est un moyen pour le ministère de l'Intérieur de gagner du temps, cette attitude? Peut-être. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas de volonté d'aller vite, de clôturer vite ce dossier. Et ce prix, donc, pourrait peut-être pousser le gouvernement à changer de position ou pas? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, les militants de l'IRA eux-mêmes, avec qui j'ai pu parler hier, ne se font pas vraiment d'illusions à ce sujet. On sait bien que sur de pareils dossiers, en général, la décision est politique. Merci Marie-Pierre Olfan d'avoir été avec nous. Mohamedou, bonne journée à Nouadhibou. Vous nous écoutez donc sur place à Mauritanie. Puis on rappelle que parmi les autres personnalités distinguées par les Nations Unies, il y a notamment Khadija Riadi, qui est l'ancienne présidente de l'Association marocaine des droits humains, mais aussi un Kosovar qui défend les droits des personnes de petite taille, une Finlandaise qui défend la cause des sourds, ou encore la jeune Pakistanaise Malala qui se bat pour la scolarisation des jeunes filles. N'oubliez pas, demain, notre émission spéciale, demain 25 décembre, nous allons ensemble dresser un bilan de l'année 2013. Vous nous direz quel événement a été, selon vous, le plus marquant de l'actualité dans le monde, quelle a été la personnalité qui a retenu votre attention en 2013 dans l'actualité internationale, française, africaine. Vous savez que toutes vos réactions nous intéressent et il ne suffit pas simplement de donner ou de citer un événement ou une personnalité. Encore faut-il donc argumenter. Donc vous nous direz pour quelles raisons ces personnalités, ces événements ont retenu votre attention. Sachez qu'exceptionnellement, l'émission sera enregistrée. Nous allons d'ailleurs l'enregistrer dans 3 heures. Donc si vous souhaitez participer à la rétrospective de l'année, inscrivez-vous dès maintenant. Toute l'équipe évidemment vous attend au standard au 33 9 693 693 70 et vous continuez là aussi à réagir sur la page Facebook de l'émission. Plus de 270 messages, commentaires postés. J'en lirai évidemment quelques-uns dans le courant de l'émission. Dans 10 minutes, nous lancerons le débat sur la situation en Centrafrique. Nous allons revenir sur les 2 grandes manifestations de ces derniers jours. D'abord la manifestation d'hier qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans le centre près de l'aéroport de Bangui, demandant le départ du contingent tchadien de la force africaine, des soldats qui sont accusés par une partie des habitants de la capitale de soutenir l'ex-Séléka. Et puis la veille, c'était au tour des partisans de l'ex-rébellion de marcher dans Bangui pour protester cette fois-ci contre l'opération Sangaris, contre les soldats français qui sont accusés de partialité, de ne désarmer que les ex-Séléka. Donc avez-vous le sentiment que ces 2 pays finalement ne sont pas neutres dans la résolution de cette crise? Ce sera le débat du jour. Vous pouvez évidemment nous appeler, nous vous donnerons la parole. Vous êtes nombreux, 33 9 693 693 70. Par exemple, Passy nous dit sur le réseau Facebook, la France n'a aucun problème et joue bien son rôle. Les fauteurs de troupes sont les troupes tchadiennes qui ont reçu les consignes de mener une politique de terre brûlée. On va voir ce qu'en pensent les autres auditeurs. 33 9 693 693 70. À tout de suite.